Bonjour à tous les amis, c'est Anis Maillot, fondateur de Impact Infinity et de cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour un format un peu particulier. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait sur la chaîne. On reçoit aujourd'hui un de nos clients, Safir El Hadef, qui est passé par l'un de nos programmes, le Bootcamp Propulsion B2B. Et aujourd'hui, ça va être l'occasion de découvrir l'intérieur du programme, même si vous ne l'avez pas encore intégré. Il va nous partager un peu son parcours, où il en était avant de nous rejoindre, qu'est-ce qui lui a donné envie de nous rejoindre, qu'est-ce qu'il a pu accomplir grâce à ce programme, où il en est aujourd'hui. Donc voilà, ça va être un peu les coulisses, l'arrière-scène. Vous allez avoir la chance de découvrir tout ça et de vous imprégner des transformations qu'on peut vivre avec nos clients. Donc, bonjour Safir, comment vas-tu? Bonjour Anis, ça va très bien. Ouais. Et toi? Très bien, alhamdoulilah. Du coup, voilà, aujourd'hui déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement à l'audience? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui concrètement, ton business, etc. Très bien, donc moi je m'appelle Safir El Hadef. Je suis fondateur du cabinet Sales Success Mind. Donc, c'est un cabinet qui est spécialisé dans le conseil, la formation et le coaching dans la vente B2B et particulièrement la vente B2B de tout ce qui est nouvelles technologies. Donc, avant cela, voilà, j'ai été vraiment passionné par la vente B2B des nouvelles technologies. Donc, ce qui m'a quelque part poussé à aller vers ça. Ah ok, très bien. Et du coup, tu peux nous en dire un peu plus sur ton business. Qu'est-ce que tu fais concrètement aujourd'hui? Donc, tu nous as dit coaching, formation en B2B. Qu'est-ce que tu fais plus concrètement sur le terrain? Tu opères dans quel pays, etc. Ok. Alors, en fait, nous, chez Sales Success Mind, donc, notre mission, c'est d'accompagner et d'aider les entreprises, les startups aussi, qui sont en général dans la tech, dans les nouvelles technologies, à faire de la croissance en améliorant leur performance commerciale. Ok, très bien. Et du coup, avant de lancer dans ce programme, donc quel était ton background un peu au moment de me découvrir, etc., où tu en étais dans ton cheminement? Je crois que tu étais encore salarié à l'époque. Ouais. C'était je crois en plein Covid, en cours de licenciement. Je crois que tu m'avais dit que la boîte avait quitté l'Algérie, je crois. Tout à fait. Donc, si on peut revenir un peu en arrière, tu nous racontes un peu où tu en étais, quelles étaient tes réflexions et comment déjà tu m'avais découvert à l'époque. Très bien. Alors, en fait, ça remonte à août 2020, ok. Voilà, les circonstances ont fait que j'avais perdu mon travail, donc en tant que salarié. J'étais aussi consultant, en fait, à cette époque-là, mais en tant que consultant, mais salarié pour une entreprise multinationale, ok. Et avant cela, donc, je cumulais une carrière de plus d'une quinzaine d'années dans la vente de la tech d'une manière générale, dans le B2B. J'avais travaillé pour de grandes multinationales comme HP, donc Hewlett Packard, Worldview Technology, qui était le distributeur des solutions Autodesk en Afrique. J'ai travaillé aussi pour un groupe japonais dans les télécoms et aussi un groupe égypto-japonais aussi qui était dans l'intégration des nouvelles technologies, et particulièrement de tout ce qui est IT, donc tout ce qui est informatique au digital. Donc voilà, j'avais commencé en 2007 en tant qu'assistant commercial. Ensuite, j'ai tout de suite développé une vraie passion pour ce métier-là, même si j'avais fait des études en finance. Mais mon premier vrai travail, c'était dans le commercial, dans la vente. Et je me suis rapidement imprégné de ce métier. J'ai découvert que c'était vraiment un métier pour moi. Donc, j'avais vraiment continué dans une carrière. Donc après, j'ai évolué. Je suis devenu responsable de grands comptes. Ensuite, je suis passé de chez les intégrateurs qui sont représentants des grosses marques ou des fabricants comme HP. Donc, et la suite logique, c'était d'aller travailler chez un fabricant ou un constructeur, comme on appelle ça dans le jargon IT, qui était HP, donc Hewlett Packard.
Ensuite, après 1 an et quelques mois, donc l'entreprise a quitté l'Algérie. Donc, je me suis trouvé en tant que directeur commercial chez l'entreprise Worldview Technology, qui était un distributeur des solutions d'engineering, de design. Donc, c'est la suite de logiciels Autodesk, donc, qui est mondialement connu. Et là, c'était aussi une étape particulière parce que c'est là où j'avais découvert un monde du software, donc c'était 100% du software. Et là, j'avais aussi développé ma carrière, j'avais eu une nouvelle vision sur la vente parce que vendre du software, c'était vraiment, ça demandait beaucoup d'expertise, une vente basée sur la valeur. Donc, ce qui a un peu changé ma perception de la vente, même si j'avais avant cela travaillé pendant une dizaine d'années. Mais là, c'était vraiment une autre étape dans ma carrière. Ce qui a aussi poussé cette passion pour la vente. Donc, c'est là où je commençais à beaucoup me former, à lire des livres, à essayer de nouvelles méthodologies de vente. Et voilà. Donc, et ça a encore renforcé cette passion pour la vente. Ok, super, super. Donc voilà, dans ton parcours dans le B2B, donc tu es rentré, petit à petit, tu as gravi un peu les échelons, etc. Et ensuite, est-ce que c'était dès le début que tu avais cette passion pour la vente ou c'était un peu par hasard ton premier job et après tu as développé la passion au fur et à mesure en mettant les mains dans le cambouis? Alors, c'est un peu les deux. C'est un peu les deux. En fait, moi, avant, ma perception du métier de la vente, c'était que c'était un métier un peu difficile, trop difficile, parce que il y a trop de pression. Il y avait aussi le stéréotype du commercial baratineur. Voilà, donc, et moi, c'était pas un peu aligné avec ma personnalité de dire, voilà, de raconter n'importe quoi ou aller faire n'importe quoi pour ramener des clients. Et une fois que j'étais dedans, un peu par hasard, hein, voilà, parce que je postulais un peu dans les finances, dans toutes les opportunités qu'il y avait. Et cette opportunité avec le groupe japonais s'est présentée. Voilà, donc ils m'ont pris et par la suite, j'ai découvert vraiment c'était quoi la vente sur le terrain. Et là, petit à petit, la passion s'est développée parce que voilà, j'ai découvert que j'étais une personne qui aimait bien le contact, la communication, les challenges, être aussi un peu ne pas être dans la sédentarité. Je suis quelqu'un qui n'aime pas être dans un bureau cloîtré dans une boîte. Exactement. Et voilà, donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait en fait. Ok, super. Et donc, on en revient un peu à ma première question du début. Donc là, tu nous as raconté ton parcours. Et du coup, au moment août 2020, lorsqu'il y a eu ce licenciement, est-ce que tu peux te replonger un peu à cette période? Comment tu te sentais? Qu'est-ce qui se passait au quotidien? Et surtout, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu cherchais? Tu étais à la recherche de solutions. Voilà. Qu'est-ce que tu faisais à l'époque, à ce moment-là où il y a eu le licenciement? Il a eu lieu à quel moment d'ailleurs exact? Et quelles ont été les prochaines semaines ou les prochains mois dans ce cheminement? Très bien. Alors, juste avant de parler de ce licenciement, j'aimerais souligner que c'était une période où il y avait un vrai développement dans ma carrière. J'étais passé d'un manager de grand compte vers un manager, un directeur commercial, ensuite un directeur commercial, mais au niveau régional, pas uniquement au niveau de l'Algérie. J'étais devenu directeur commercial de la région Afrique francophone, donc j'avais une équipe, etc. Donc pour moi, c'était vraiment là où il fallait être, voilà, dans mon rêve de carrière. Et voilà, donc et j'avais toujours cette idée ou ce rêve de devenir un manager d'une équipe ou un directeur commercial à la tête d'une équipe dans une multinationale. Et aussi, j'avais ce rêve de devenir un consultant, un expert, de former ou donner un peu tout le savoir ou l'expérience que j'avais eue à d'autres personnes. D'accord, notamment, enfin, dans le domaine de la vente, bien sûr. Et j'avais dans ce rêve-là, mais en étant en mode salarié, voilà, c'était un rêve quelque part, mais je faisais pas vraiment de vraies actions pour aller vers ça. C'était plus un souhait qu'un rêve. Voilà. À l'époque. Exact. Et là, en août 2020, donc en plein Covid,
Il se trouve que, voilà, à l'entreprise pour laquelle je travaille en tant que directeur commercial régional, voilà, donc perd son contrat, voilà, pour la région. Donc, on s'est retrouvés, il y avait une équipe, on s'est retrouvés tous sans emploi. Et voilà, donc pour moi, la suite logique, c'était de retrouver un travail. OK? Retrouver un travail, donc je commençais à postuler dans mon domaine, bien sûr. Et comme on était en plein Covid, voilà. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités de travail. Je postulais même à l'international parce que j'avais les aptitudes pour travailler aussi à l'international. Mais comme tout était gelé, donc il n'y avait pas de déplacement, pas de voyage. Donc, voilà, c'était pas vraiment évident. Et là, c'est entre août 2020 jusqu'à novembre 2020. Et là, je me rappelle exactement du moment où j'avais eu cette déclic, cette étincelle. Déclic-là, c'était entre août et novembre, donc c'était on va dire 3 mois après ça. Je commençais vraiment à m'inquiéter de ma situation en étant père, c'est-à-dire père et j'avais une famille, voilà, à ma charge. Que j'avais encore du jus dans ma trésorerie, mais je me disais, ok, donc il faut que je commence, il faut que je trouve. J'ai postulé à plusieurs opportunités, mais voilà, il n'y avait pas de retour, ça n'allait pas. Donc, il fallait passer à l'action. Et là, j'ai eu ce déclic-là. Mais d'ailleurs, juste au passage, lorsqu'il y a eu ce licenciement au niveau juridique, c'est-à-dire vous avez eu des indemnités ou c'était vraiment un licenciement économique et du coup, vous n'aviez aucune indemnité au moment du licenciement? Bon, il y avait une indemnité, voilà. Donc, il y avait une petite indemnité, effectivement. Oui. Voilà. Et donc, je me rappelle vraiment du moment où j'ai eu ce déclic-là. Et c'était à cette période-là, c'était grâce à toi aussi, quelque part. Je t'avais découvert dans un groupe Facebook où tu faisais des lives, tu parlais de l'entrepreneuriat, tu faisais du contenu aussi dans le développement personnel. Et moi, j'étais assez branché dans ce domaine-là. Et je t'avoue que c'était grâce à toi tes lives et tes vidéos m'ont vraiment boosté à passer à l'action. J'ai cette opportunité qui ne faisait pas partie de ton champ de conscience à l'époque. Exactement. C'était un souhait, oui. Okay. Je l'avais même une fois écrit, mais j'avais pas le courage de passer à l'action. Concrètement. Et c'était quoi concrètement, on va dire, les peurs ou les obstacles que tu avais à ce moment-là, c'est-à-dire les ressentis, Ouais, c'était de la peur. C'est de la peur d'échouer, en fait, quelque part, aller vers l'inconnu, c'est-à-dire passer la sécurité du CDI. Exactement. À l'inconnu de l'entrepreneuriat. À l'inconnu, voilà. Et c'était un peu la peur d'aller vers l'inconnu, la peur de l'échec. Je me disais, ok, est-ce que ça va marcher? Encore, moi, c'était une activité d'aller vers du conseil, de l'accompagnement dans un marché où il n'y avait pas de demande. C'est-à-dire, c'était pas un marché très mature. Donc vraiment, c'était un peu la peur de dire, ok, est-ce que je vais trouver des clients? Est-ce qu'on va acheter mon service? Voilà. Donc c'était vraiment donc c'est les craintes autant au niveau interne, c'est-à-dire au niveau de ta psychologie, et en plus les craintes externes du marché. Du marché. Les doubles craintes. Exactement. Okay. Et voilà. Donc tu m'avais donné le courage d'aller vers ce pas-là. Et je me rappelle, c'était un soir et je réfléchissais un peu à ma situation. Mais est-ce que tu avais déjà avant, c'est-à-dire avant même qu'on se rencontre, tu avais quand même ce désir, c'est-à-dire ton projet, il était concret, tu avais une idée concrète de ce que tu voulais mettre en place? Alors, l'idée, elle était là. C'est-à-dire, il y avait une vision, c'est-à-dire de devenir un coach, un formateur, consultant dans le domaine de la vente, en fait, B2B. C'était ça, c'était une vision. Une aspiration, oui. Voilà.
Mais est-ce que c'est-à-dire c'était présent depuis le début ou c'était aussi dû à une insatisfaction que tu avais aussi dans ton travail au bout d'un moment? C'est-à-dire tu avais fait le tour, tu te retrouvais plus dans ce travail ou c'était vraiment la prochaine étape pour toi? C'était la suite logique? C'était la suite logique. C'était la suite logique. Et c'était la suite logique parce que je me suis fixé un objectif, c'était de faire ça avant mes 40 ans, quelque part. Ok. Pour moi, c'était oui, une carrière, c'est bien, etc. Mais au bout d'un moment, voilà, il fallait créer son propre business, ou c'est-à-dire un peu créer ou laisser son empreinte quelque part. Donc, et ça, dans une entreprise, même si c'était multinationale, avec plein d'avantages, etc. Mais j'avais besoin de sentir, c'est-à-dire un besoin peut-être d'accomplissement. C'est-à-dire, pour moi, OK, il fallait aller vers ça, même si on travaille pour des multinationales, mais avec des visions, mais par moment, il y a certaines choses avec lesquelles on n'est pas très aligné quelque part. Il y a un conflit de valeurs. Voilà, peut-être conflit de valeurs, exactement, des choses comme ça. Et je me rappelle, je me disais qu'un jour, il faut que je crée mon propre business, que je vais instaurer, dans lequel je vais instaurer mes valeurs, en fait, qui sont voilà, en relation avec l'intégrité, l'honnêteté, la bienveillance, voilà, donc des choses comme ça. Et que tu te dis que tu ne peux pas faire... si tu n'es pas dans ta propre entreprise ou dans ton propre... Au contrôle des manettes. Voilà, voilà. Okay. Voilà. Ok. Et du coup, à l'époque, donc, si on en revient, qu'est-ce qui t'avait donné envie, du coup, bon, il y a eu cette étincelle à travers le contenu que tu as pu découvrir. Et c'était plus, qu'est-ce qui t'a donné vraiment est-ce qu'il y a un truc précis, tu te rappelles, qui t'a donné le courage? Est-ce que c'est plus le contenu, c'est-à-dire au niveau stratégique, etc. Ou est-ce que c'était plus, moi, de par la manière dont je le diffusais, mon histoire aussi? Qu'est-ce qui t'avait plus motivé à passer à l'action et à avoir surtout le courage d'enfin aller vers ce rêve-là? Alors, ce qui m'a motivé, c'est effectivement, bon, il y a le côté un peu, comment dire, ta personne, ta personnalité, c'est-à-dire ça, à travers ton contenu, tu dégageais un peu, c'est de l'assurance, voilà, ça donnait envie, c'est-à-dire ça poussait les gens à passer vraiment à l'action, c'est-à-dire, voilà. Et moi, j'avais besoin de ça quelque part, de vraiment faire le pas. Et ce qui m'a aussi motivé, c'est que lorsque je t'avais découvert sur Facebook, ensuite, je sais pas, je commençais à m'intéresser un peu à ce que tu faisais, et je suis allé sur LinkedIn. Ok, là j'ai découvert le bootcamp en fait. Okay. C'est là où j'ai découvert le bootcamp, parce que dans Facebook, tu parlais pas de bootcamp. Oui, c'était un cycle de faire ça. Voilà. C'est la base du marketing, on va en parler après, selon l'avatar, selon la cible. Ouais. On n'a pas le même type de communication. Et là, je vais sur LinkedIn, je découvre le bootcamp, je découvre les clients que tu avais accompagnés, c'est-à-dire les recommandations. Et là, je m'aperçois que c'est vraiment fait pour moi. Moi qui voulais devenir un consultant. Ok, et voilà, tu abordais le fait que il y avait tout un programme, ok, qui accompagne un consultant qui veut, voilà, non, qui veut soit se lancer, soit ceux qui sont déjà lancés, développer la stratégie commerciale et marketing. Exactement. Et pour moi, et là, c'est-à-dire même aujourd'hui, c'est-à-dire je me dis que ce qui m'a motivé, c'est un peu le fait d'avoir un programme clé en main. Exactement. Une structure, une séquence. Exactement, un vrai guide. Je pense, et c'est ça, je pense, pour moi, c'était ça la valeur. C'est que, ok, moi, je sais où je vais aller, mais je veux pas me casser la tête avec le comment, c'est-à-dire les étapes, etc. Et il y avait ce programme-là qui m'accompagnait étape par étape. Et c'est ce qui m'a vraiment motivé à aller vers ça.
Ouais. Et justement, on a aussi aujourd'hui, au moment où on tourne cette interview, on est en 2024, c'est pas le contenu qui manque. Donc, on a souvent, donc là, toi, tu as eu le bon mindset pour le coup, mais on a souvent cette énorme croyance limitante pour le coup. Mais beaucoup de gens se disent, oui, mais il y a déjà tout qui est gratuit sur YouTube, je peux trouver toutes les étapes, il y a plein de gens qui parlent, qui donnent du contenu, etc. Qu'est-ce qui a fait que toi, à l'époque, tu as dit, non, je vais pas me contenter du gratuit ou de ce que je peux découvrir à droite, à gauche, mais je préfère investir de l'argent du coup pour, bien sûr, économiser du temps, aller beaucoup plus rapidement. Qu'est-ce qui t'avait, voilà, comment tu avais eu ce déclic, c'est-à-dire? En fait, c'est ça, c'est l'envie de réussir, en fait. C'est l'envie de réussir son projet qui m'a laissé dire, OK, il faut que j'investisse sur ça. C'est-à-dire, parce que je voulais mettre toutes les chances de mon côté. Parce que dans un projet pareil, justement, aller vers l'inconnu, il y a, voilà, c'est-à-dire, il y a toujours des pensées, doute, voilà, des doutes, de dire, ouais, est-ce que ça va marcher, etc. Mais le fait qu'il y avait ton programme, alors qu'il y avait toute une structure, tout un système, toute une équipe, voilà, c'est-à-dire avoir, voilà, ça, tout ça, ça a fait que, OK, je veux donner, ou je veux mettre toutes les chances de mon côté pour réussir. Et ben, j'ai vu que dans ce programme-là, il y avait ça, en fait. Ok, super. Et ça me donnait plus d'assurance, voilà. Ok, super. Donc maintenant, on va passer à la suite. Donc une fois que tu as intégré le programme, tu es rentré dans le programme, tu as commencé ton aventure donc dans le bootcamp. Déjà, quelles ont été tes premières impressions? C'est-à-dire dès que tu es rentré dans le programme, que ce soit le contenu, l'équipe, l'accompagnement, quand tu es rentré, est-ce que tout de suite tu t'es dit oui, c'est le bon choix, je suis à la bonne place, je sens que je suis à la bonne place? Comment ça s'est passé un peu les débuts? Parce que des fois on est dans la peur de l'inconnu, parce que malheureusement on est sur Internet, il y a beaucoup d'arnaques également, il y a beaucoup de gens qui ont lu 2-3 livres et qui essayent d'offrir des programmes aujourd'hui malheureusement. Et bon, toi tu avais passé cette étape à travers les témoignages, le contenu, etc. Donc tu savais que tu t'embarquais dans quelque chose de sérieux et de solide. Mais on a toujours, tu sais, les premiers investissements comme ça, malgré quand on investit, on a toujours une part de crainte, etc. Est-ce que ça va vraiment marcher, etc. Et du coup, toi, quelles ont été tes premières impressions une fois rentré dans le programme? Alors, avant de répondre à cette question, j'aimerais aussi souligner que j'avais contacté une de tes références. Oui, une cliente, une ancienne cliente. Voilà. Leïla, si je me souviens bien. C'est Leïla, voilà. Et pour moi, voilà, je voulais vraiment être rassuré. Il y avait les témoignages, que ce soit en vidéo ou sur ton profil LinkedIn, etc. Mais voilà, j'avais besoin encore de me rassurer et j'avais contacté Leïla qui m'avait donné un feedback très positif, etc. Après, bon, voilà. C'était l'étape finale dans mon process de décision d'aller au bootcamp. Voilà. Et bon, après, on a eu un échange, c'est-à-dire dans la session stratégique, etc. On avait échangé et tout. Donc ça aussi, ça m'a rassuré par rapport. C'est là où j'ai découvert vraiment le programme avec les étapes, etc. Et une fois que j'ai rejoint le bootcamp, mes premières impressions, que c'était, voilà, il y avait une équipe, il y avait des personnes qui étaient aussi, voilà, plus ou moins dans la même situation que moi. Donc il y avait un groupe. Donc mes premières impressions, c'est que c'était vrai, c'était réel. Il y avait un vrai travail, il y avait un vrai accompagnement, il y avait, voilà. Donc et voilà, en gros, c'était ça mes premières impressions. Ok, super. Et du coup, maintenant, si on rentre plus dans le volet stratégique, c'était quoi, on va dire, les difficultés que tu avais à l'époque, ou en tout cas, c'est dont tu avais conscience, et qu'est-ce que tu as découvert dans le bootcamp qui a fait une vraie différence? Ok. Alors, les difficultés, même si moi, quand j'ai décidé d'aller vers ça, bah, j'avais choisi une niche donc que je connaissais très bien, c'est-à-dire un segment du marché que je connaissais très bien, qui était dans la tech. J'avais un réseau, je connaissais bien le marché, je connaissais les problématiques de mes clients, enfin mes futurs clients ou mes prospects. Donc il y avait ça,
mais voilà, je savais pas comment déjà commencer à communiquer, par exemple, est-ce que j'allais vendre mes services d'une façon très classique comme je le faisais avant, mais la différence c'est qu'avant je travaillais pour des entreprises où il y avait des départements marketing, il y avait des ressources humaines, et là c'était voilà, il fallait un saut dans l'inconnu, il faut tout faire soi-même. Voilà, il fallait tout faire soi-même. Je m'occupais plus que de la partie vente, même si voilà, c'est une partie très importante dans le process, mais il n'y avait pas de marketing, il n'y avait pas voilà. Donc pour moi donc c'était un peu comment je vais communiquer ça, comment je vais ramener mes premiers leads, comment quelque part comment les convertir, etc. Et voilà, donc c'était ça un peu les challenges, les premiers challenges, c'était ça. Et c'est quoi, donc j'ai dit au sein du bootcamp, du coup tout au long de ton parcours, c'est quoi les choses que tu as découvertes, peut-être des enseignements, des apprentissages, des prises de conscience à travers les autres membres de l'équipe, les autres coachs, à travers les autres clients également, les autres membres de la communauté. C'est quoi les choses comme ça, deux, trois trucs qui t'ont vraiment marqué, auxquels tu n'en avais pas du tout conscience avant de rentrer, quoi. Ouais. Et le premier truc, vraiment, hein, même si j'étais dans la vente, c'était vraiment la notion de l'avatar client. Okay. Ça, pour moi, c'était le truc qui voilà, vraiment, qui m'a laissé vraiment prendre conscience de l'importance de l'avatar client. Parce que ça relève plus du marketing, ok, ou ça vient du marketing. Et moi, j'avais pas d'expérience dans le marketing. Donc, ça m'a permis vraiment de comprendre l'importance de l'avatar client, donc dans ce qu'on appelle un peu l'avatar client ou le profil du client idéal, et l'importance vraiment de le travailler en amont comme base, avoir ça comme base, parce que le contenu derrière, tout ce qu'on va faire derrière, l'offre ou le contenu, etc., sera taillé ou personnalisé sur l'avatar client. Tout part de l'avatar client, finalement. Exactement. Exactement. Donc le fait que tu aies découvert ça d'entrée de jeu, qu'est-ce que ça a changé? Tu pensais que tu l'avais fait, donc si tu n'en avais pas pris conscience, bien sûr, ça t'a permis d'aller dans la bonne direction, de gagner du temps, mais quelle différence concrète, du coup, ça t'a permis au moment d'entamer directement ton projet et ton business? Alors, qu'est-ce que ça m'a permis de... C'est-à-dire l'avatar client, c'est ça? Oui, le fait de comprendre ça, que l'avatar client, c'est central. C'est... Oui, certes, c'est gagner du temps, c'est bâtir une offre irrésistible, voilà, comme on l'appelle. Est-ce que ça, tu en avais conscience avant de rentrer dans le bootcamp? Parce qu'on a beaucoup de gens qui vendent, ils vendent des prestations, ils pensent que ce sont des offres, mais bon, toi qui as fait le bootcamp aujourd'hui, est-ce que tu considères que les prestations qu'on voit un peu partout, ce sont des véritables offres irrésistibles? Non. Aujourd'hui, oui, c'est-à-dire l'offre irrésistible, c'est-à-dire on se rend compte que c'est très important qu'elle soit... Allez, je te donne par exemple les mots qu'on doit choisir dans une offre. C'est vraiment les mots qui décrivent les mots M-A-U-X. M-O-T, les mots M-O-T pour décrire les mots M-A-U-X. Exactement, de l'avatar client. C'est-à-dire arriver vraiment à ce détail-là. Et ça, c'est un peu du copywriting aussi, ce qu'on trouve dans le marketing. Sur l'écriture. Voilà. Pour capter, attirer l'attention, même dans le contenu d'ailleurs. Exactement. Voilà, tout part de là en fait. La base d'un bon business, ce sont des fondations que beaucoup de gens ignorent parce que c'est pas, on va se le dire, tu nous diras un peu plus. C'est vrai que c'est pas un travail forcément simple au début ou facile, parce qu'il y a beaucoup de travail, il faut se casser la tête, etc. Mais c'est vrai que même moi aujourd'hui, avec plus de 10 ans d'années d'expérience dans le business, et même toi aujourd'hui, ça va faire 3-4 ans que tu t'es lancé, tu pourras nous en témoigner un peu plus, que c'est vraiment central, quoi. Ce sont les fondations, c'est comme pour une maison, ce sont les piliers, et beaucoup de gens malheureusement, ils se lancent dans un business, ils veulent déjà direct commencer à faire de la pub, à communiquer, etc. Alors que s'il n'y a pas ces fondations, ça sert à rien. En fait. C'est une perte de temps, d'énergie et d'argent. Exactement. On peut avoir des clients sans ça, mais ça va être... Mais est-ce qu'on sera vraiment heureux? Est-ce qu'on va leur apporter des résultats? C'est ça les questions sous-jacentes. Est-ce que c'est périn? Est-ce que voilà. Donc
Parce que moi, il y a un truc que j'ai appris, en tout cas à travers toute mon expérience, tu pourras nous le confirmer peut-être à travers toi, ton expérience. Moi, je dis qu'il y a une chose qui est encore plus pire que de ne pas avoir de clients, c'est d'avoir les mauvais clients. Ouais. Est-ce que ça, toi, tu l'as vécu? Ah oui, carrément, carrément. Et surtout encore plus dans les business d'accompagnement, on passe une grande partie de notre temps avec nos clients. Du coup, voilà. Eh ben pour te dire, Anis, au jour d'aujourd'hui, je travaille encore sur mon avatar client. Ah oui, mais les business à 10 millions, ils travaillent encore sur ça. Exactement. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, je me rends compte que j'ai eu certains clients que peut-être, qu'il fallait pas avoir, quoi. Et que dorénavant, je vais encore travailler sur... mais comme on dit, c'est un processus itératif et ça s'arrête jamais. En fait, tout au long de la vie, on affine selon notre expérience, notre connaissance du marché, notre expérience, notre expertise. Et parce que même nous, si bien sûr on accorde une part importante à notre développement personnel qui est juste primordial, nous, en tant que personne, on va changer. Donc forcément, on va pas s'adresser aux mêmes personnes, pas de la même façon. On va pas leur offrir les mêmes offres en fonction de notre évolution. Donc c'est vraiment un processus à faire tout au long de la vie. Exactement. Donc c'est vraiment ces détails-là, pour moi, qui étaient vraiment une vraie prise de conscience. Même si, je redis que j'étais déjà dans la vente, dans donc tu avais des notions quand même, c'est pas comme quelqu'un qui connaît rien. Quand on dit, OK, c'est quoi value proposition ou proposition de valeur, c'était pour moi, j'avais fait des propositions de valeur à des clients. C'est-à-dire, et ça, c'est un peu lié à ça. Mais en amont, c'est-à-dire le travail pour identifier l'avatar client, etc. Ça, c'est des choses que je ne faisais pas avant. J'avais des propositions de valeur qui venaient du marketing et derrière, il fallait les personnaliser au contexte du client parce que c'est ça le rôle. C'est la partie vente, bien sûr. C'est ça le rôle de la vente ou du commercial. Voilà. Je faisais ça, mais en amont, voilà. Donc, pour moi, c'était vraiment ça. C'était vraiment ça. D'une part, l'avatar client et de deux, l'offre irrésistible. L'importance de l'offre irrésistible. Oui, l'offre irrésistible parce que pour moi, c'était quelque chose. Parce que ça m'a énormément aidé. Parce que je pouvais le faire, mais le faire avec un coach, comme Tahar. Donc, ça permet de gagner des années. Ah oui, ça permet vraiment de... Voilà, c'est vraiment avoir un accompagnateur, un coach avec soi. En plus, qui a déjà parcouru le chemin, pas juste un coach qui est là pour poser des questions, mais qui a déjà lui-même fait sur lequel il t'accompagne, le sujet sur lequel il t'accompagne, ce qui est très important. Donc, c'est un peu coach et mentor également. Voilà. Aussi, il faut le dire aussi, la partie branding aussi. Est-ce que ça, tu avais conscience de ça, de ce mot-là déjà avant de rentrer? Est-ce que tu avais conscience de son importance ou comme ça tu je connaissais vraiment, mais c'est vraiment des notions. Mais dans le bootcamp, la partie branding, oui, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, pour les puristes qui nous voient, qui connaissent pas peut-être forcément ce que ça veut dire le branding, comment tu le définirais de manière simple toi aujourd'hui? C'est ta marque. C'est comment... Allez... Comment tu t'identifies dans la foule, quoi. Ok. Comment Donc ça permet de contrer cette fameuse objection qu'on a très souvent, surtout en Algérie, c'est il y a trop de concurrence, je vais pas réussir à me différencier. Ça permet aussi justement de fixer des prix beaucoup plus élevés que la concurrence sans avoir à se soucier de la concurrence. C'est son positionnement, voilà. Et tout ça, c'est le branding qui permet d'affirmer ça, de matérialiser. Et exactement. Et moi-même, si c'était dans un contexte, il n'y avait pas de la demande dans ce genre de service, dans le conseil, dans le coaching, etc. Il y avait de la formation, mais moi, je ne voulais pas faire de la formation. Donc, il fallait vraiment que je me différencie des écoles de formation, de ceux qui faisaient déjà de la vente, de la formation dans la vente. Et c'est la partie branding que j'ai travaillé avec Lucie et qui m'a permis d'exprimer déjà d'exprimer ta singularité, exactement, ta marque de différenciation, d'assumer mon positionnement et voilà.
Ok, très bien. Et du coup, le fait que tu aies découvert tout ça, qu'est-ce que ça a changé du coup dans ton quotidien, surtout au moment de lancer ce business? Le fait tu t'es senti plus serein, j'imagine, plus confiant au fait d'aller chercher tes premiers prospects, d'aller discuter avec eux. Ouais. Raconte-nous un peu la posture, le changement de posture et voilà. Ouais. Alors, Comment tu te sentais au quotidien une fois que tu avais toutes ces clés? une fois que j'avais toutes ces clés, voilà, donc j'avais mis en place Les fondations. voilà, les fondations et après, bon, voilà, il fallait commencer à aller vers le marché. Bon, même si je faisais ça pendant le bootcamp, c'est-à-dire je commençais à parler aux prospects, à échanger, etc., à faire des découvertes, etc. Et une fois que j'avais pratiquement tout mis en place, les 6 premiers mois, voilà, donc c'était vraiment d'aller vers voilà, dans La l'action. découverte du marché pour tester ton offre. Voilà. Et ça m'a pris 6 mois. Okay. D'ailleurs, 6 mois pour avoir les premiers clients. les premiers clients, oui. Ok. Oui, je me rappelle, allez, je me suis lancé dans le bootcamp, je pense que c'était au mois de novembre, un truc comme ça. Sachant qu'il y a un mois au début, on met en place les fondations, donc on n'est pas encore vraiment dans l'action sur le terrain, quoi. Oui, oui, exact. Et mon premier client, c'était au mois d'avril, je pense. Avril ou mai 2021, donc ça a pris voilà, environ 6 mois. Et c'était une offre d'accompagnement, si je me souviens bien, c'est ça, c'était de la formation plus du consulting sur la première mission, oui. Non, en fait, ma première mission, c'était vraiment, c'était pas l'accompagnement, mais c'était un premier client que j'avais accompagné pour recruter, pour monter une équipe commerciale. Donc c'était du recrutement. Okay. Ensuite, ça s'est développé vers voilà, avec le même client. Mais durant ces 6 mois, je te cache pas qu'il y avait des moments de doute. C'est-à-dire, une fois que tu as les outils, et tu te rappelles, je t'avais même d'où l'importance d'ailleurs d'avoir la bonne équipe. Exactement. Il y avait des premiers clients, c'est-à-dire n'était pas là aux 3 premiers mois. Je me suis fixé un objectif d'avoir mes premiers clients. J'avais mis même des objectifs chiffrés les premiers 6 mois, mais voilà, ça venait pas. Donc, automatiquement, il y avait des doutes. Entre-temps, il y avait des propositions alléchantes d'entreprises, ok? De recrutement pour un job. Exactement. Vraiment alléchante et comme quoi, voilà, c'était vraiment, il y avait de la tentation dans ce sens. Et j'étais dans le doute et je t'avais contacté. C'était même après qu'on avait voilà, suivi les étapes du bootcamp. Et là, tu m'avais aidé aussi avec un coaching plus axé sur le mental. De dire, voilà, est-ce que j'avais mis en application tout ce qu'on avait vu dans le bootcamp, pourquoi ça donnait pas de résultats, etc. Et là, ça m'a aidé à dire, ok, ce projet-là que je voulais tellement, j'avais tout ce qu'il faut, tout ce qu'il fallait. Et il fallait, voilà, il fallait encore se donner la chance. Et voilà, même si j'avais ce premier petit client, mais je me suis dit, ok, je me donne encore du temps pour avoir mes 3 premiers clients, on va dire, pour dire que, ok, je continue dans cette aventure. Et voilà, j'ai bien fait de croire en moi, de dire, ok, voilà, je vais aller jusqu'au bout. Ouais. Donc, tout ça pour dire que les systèmes, c'est bien, les étapes, etc. Mais il y a une partie très importante que celui qui prend la décision d'aller dans des programmes comme ça, d'avoir une vraie voilà, une vision de bien vouloir la chose, de savoir pourquoi je veux la chose, pourquoi je veux aller vers ça, je pense.
D'ailleurs, c'est tout l'importance du premier module, c'est le module introductif qui est purement autour du mindset, avant même de rentrer dans l'avatar client, etc. Parce que voilà, 80% de la réussite, c'est du mindset. Et si on n'a pas le bon mindset, on a beau avoir les meilleures stratégies, malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Tout à fait. Donc pour moi, je me suis, dans ces moments-là, je me suis dit, OK, pourquoi tu voulais faire ça? Voilà, parce que je voulais, comme je dis tout à l'heure, avoir mon propre business, impacter plus de personnes, transmettre mon expérience, mon savoir-faire, aider les entreprises algériennes qui étaient dans la tech aussi, parce que je comprenais très bien leurs difficultés à vendre de la technologie dans un marché où il y a beaucoup de résistance au changement, et ces entreprises-là n'avaient pas les bonnes méthodologies, voilà, donc il fallait les aider. C'est-à-dire, je me suis rappelé que voilà, c'était aussi pour faire cet impact-là, avoir une certaine liberté, bien sûr, gagner bien sa vie aussi, donc il y a ça aussi, voilà. Avoir aussi cette flexibilité de travailler sans pour être autant être contraint de travailler de 9h à 17h tous les jours, voilà. Ah, ok, super. Et du coup, aujourd'hui, donc, après la fin du bootcamp, donc, tu as poursuivi ton chemin, etc. Parce que forcément, les enseignements qu'on intègre au bout de 6 mois, on a déjà des premiers résultats. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous partager plus concrètement, parce que ça va faire quand même 2 ou 3 années maintenant que tu as fini ton parcours dans le bootcamp, quels ont été les résultats aujourd'hui, autant tangibles au niveau business, c'est-à-dire en termes de clients, de chiffre d'affaires? Est-ce que tu as réussi à maintenir ça? Parce qu'on voit souvent sur Internet, des fois, des gens se lancer, oui, faire 10 000 € le premier mois et après, on n'entend plus parler d'eux. Ouais. Est-ce que toi, tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu as appris, c'est des fondations solides qui t'ont permis, du coup, de perdurer, de pérenniser ton business? Et dans un second temps, qu'est-ce que ça, le fait de développer ce business-là, qu'est-ce que ça a changé également dans ton quotidien, auprès de ta famille, comme tu as dit, au niveau de la liberté, avec les enfants? Est-ce que ça a impacté les autres départements de ta vie? Très bien. Alors, voilà, donc, alhamdoulilah, depuis que j'ai c'est-à-dire après le bootcamp, on va dire depuis le premier client là que j'avais eu en avril 2021, au jour d'aujourd'hui, allez, ça va faire 4 ans et presque 4 ans que je fais ça. Donc là, j'ai eu, pendant cette période-là, plus de 18 clients. Quand je dis clients, c'est des entreprises, c'est des PME. Des missions d'accompagnement. Des missions d'accompagnement. C'est-à-dire, en moyenne, c'est des missions qui durent, allez, il y a des petites missions, voilà, c'est-à-dire comme le recrutement, mais en général, les missions d'accompagnement que je mène, c'est entre 3 mois. J'ai eu même des missions de 12 mois. Okay. C'est vraiment d'accompagnement, de transformation au niveau des structures commerciales de ces entreprises-là. Donc, au total, 18, voilà, plus de 18 entreprises qui sont essentiellement dans les nouvelles technologies en Algérie et même à l'international. Voilà, super. Et du coup, en termes de chiffres concrets aujourd'hui, c'est quoi, si tu as l'espoir de nous en parler, c'est-à-dire, sans nous donner forcément tous les détails, mais le prix de moyenne d'une mission, on va dire, est-ce qu'aujourd'hui, ça te permet avec ton business, on va dire, combien il te faut de clients, ne serait-ce que pour égaler, on va dire, ton salaire d'avant quand tu étais salarié? Et je crois qu'il était plus que confortable vu que tu étais déjà cadre et dans une multinationale. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, c'est-à-dire les revenus que je génère, c'est-à-dire grâce à mon activité, c'est en moyenne, la mission, c'est entre 2 et 3 millions de dinars pour une mission. Ok, donc 2 millions de dinars, ça nous fait quoi, comme on dit chez nous, 200 millions en centimes, c'est ça? Exact. Donc ça fait à peu près 10 000 €. À peu près, c'est encore entre 8 et 10 000 €. Voilà. Ah, ok. C'est entre 10 000 €, alors... Attends. Sans rentrer dans les calculs techniques, ouais, juste pour avoir une idée. Oui, entre 10 et 15 000 €, on va dire. Ouais, non. Et ça, c'est avec des entreprises en Algérie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'en Algérie, des gens n'ont pas d'argent pour investir justement dans du coaching, dans du consulting. Qu'est-ce que tu pourrais dire à nos amis qui nous écoutent, qui ont toutes ces idées reçues, ces croyances limitantes? Ça peut... on peut le faire. Et ça, c'était aussi, pour moi, c'était un challenge aussi. C'est de vendre du conseil dans un marché où personne
enfin, presque personne ne le demande. Très peu, ouais. Très peu. Et c'était un challenge aussi parce que pour moi, allez, accompagner des entreprises à vendre, il fallait d'abord que je vende mon service. Oui, C'est-à-dire, tu vois ce que je veux dire. Donc oui, si on travaille bien notre cible, vraiment, on suit vraiment les étapes, oui, on peut le faire. Très bien. C'est quelque chose qu'on peut faire, oui. Et du coup, donc, si on en revient donc, du coup, par rapport à ton salaire de l'époque, donc aujourd'hui, juste avec une seule mission, tu dépasses largement ton salaire annuel de l'époque. Pas vraiment. Pas vraiment. Il faut combien de clients, on va dire, pour ne serait-ce que égaler ton salaire de l'époque? Allez, on va dire 3 à 4 clients. 3 à 4 clients. Ouais. Ok, super. Et ça, qu'est-ce que ça a changé du coup dans ton quotidien? Le fait maintenant de débloquer dans ta tête Très bien. que grâce à tes compétences maintenant, tu peux générer autant, voire plus que ce que tu générais à l'époque en tant que salarié, sans forcément avoir toutes les contraintes du salariat. Oui. En fait, je pense pour moi, c'est un côté important aussi, peut-être plus important que les chiffres ou les revenus. C'est le fait d'être présent, c'est-à-dire pour sa famille. De voir ses enfants grandir, ok. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix pour moi. Donc voilà, être présent, de travailler de la maison, ou même si on est appelé à travailler c'est-à-dire chez les clients, mais voilà, on peut gérer son emploi du temps de manière plus flexible. Emploi du temps, prendre plusieurs vacances durant l'année, ne pas juste attendre le mois d'août ou l'été pour prendre des vacances, décider lorsque on décide de prendre voilà, des vacances, on le prend. Bon, après, derrière, on gère aussi les clients, bien sûr, mais gérer des clients, c'est pas comme gérer un employeur. Ou un responsable. Donc tu te sens beaucoup plus en contrôle de ta vie, de ta destinée aujourd'hui grâce à ce business. Oui. Oui. Très bien. Et du coup, pour finir, donc le bootcamp, c'était un programme d'accompagnement. L'investissement était quand même conséquent. Donc, est-ce qu'à l'époque, du coup, par rapport à l'investissement financier, parce je sais, c'est mon métier, toi aussi derrière la vente, souvent, on va dire qu'au niveau déjà, il y a des fois, des gens, ils ont envie d'avancer, etc. Mais des fois, ça coince au niveau du budget. Toi, donc, à l'époque, est-ce que par rapport au budget, tu avais eu des craintes, etc. Bon, vu que tu as rejoint le bootcamp, je pense que la question est vite répondue, comme on dit. Et surtout, tu avais mis combien de temps pour rentabiliser ton investissement, ne serait-ce que financier? Ouais, c'était après le bootcamp. Allez, je me rappelle pas des détails, mais peut-être en un an, j'ai pu rentabiliser. Enfin, voire même moins, hein, parce que ça m'a pris un peu de temps pour avoir mes premiers clients. Mais une fois que j'ai eu mes premiers clients, mais j'ai pu rentabiliser ça avec mes 2 premiers clients, voilà, on va dire. Et est-ce que tu avais eu la crainte à l'époque par rapport à l'investissement, ou c'est quelque chose pour toi qui était pas vraiment un sujet? Non, il y avait une crainte, c'est sûr. J'avais une crainte, mais le fait de voir qu'il y avait des références, qu'il y avait des gens qui l'ont fait, le fait de croire aussi en soi, c'est-à-dire en son projet. C'est pour ça c'est important aussi, et de considérer ça comme un investissement. Un investissement, il faut, voilà, et je pense que ça, on le dit toujours, le meilleur investissement qu'on peut faire, c'est un investissement sur soi-même. Ah, ok. Donc, pour moi, aujourd'hui, pour ceux qui hésitent encore, c'est tout à fait normal, ok. Mais pour ceux qui hésitent, si vous voulez vraiment réaliser vos rêves, vos projets, donc, et que vous êtes la première personne qui va le réaliser, donc cette personne-là, c'est-à-dire il faut investir sur elle, c'est-à-dire voilà. Donc, qu'est-ce que tu leur dirais justement, les gens qui ont vraiment qui ont envie, qui sentent que c'est le bon programme pour eux, même si aujourd'hui le bootcamp n'existe plus, on fait plus le bootcamp, on fait Impact Infinity, ce qui est autre chose également, donc qui hésitent.
qui veulent avancer, etc. Mais des fois, on le sait souvent parce qu'on est tous passés par là. On a des fois le blocage sur l'investissement financier. Des fois, on n'a pas le bon mindset. On pense que c'est une dépense parce qu'on réfléchit encore comme un consommateur, comme un salarié. On n'a pas forcément l'état d'esprit de l'entrepreneur ou quand on investit de l'argent, c'est-à-dire ça va nous rapporter. Et même si ça ne nous rapporte pas d'argent à proprement parler, déjà rien que le gain de temps que ça nous permet d'avoir, les prises de conscience, ça n'a pas de prix déjà. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que toi, tu pourrais leur dire dans ta manière de voir les choses par rapport à cette crainte sur l'investissement, notamment au niveau financier? Oui. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est que, comme j'ai dit, c'est un investissement que vous allez faire sur vous-même, qui ne va pas partir tant que vous êtes là. C'est tout à fait normal d'avoir ces craintes. Il faut bien s'informer c'est-à-dire de l'investissement ou plutôt du programme dans lequel vous allez investir. Voilà. Donc, il faut s'assurer que c'est du solide, que derrière, il y a de vraies références, que ça existe, qu'il y a des résultats. Et voilà, c'est-à-dire, ça va vous permettre de vous rassurer, de faire l'investissement qu'il faut avec le bon programme ou les bonnes personnes. Ouais. Ok, super. On te remercie donc, Safir, pour ce retour d'expérience. Donc, si vous voulez aller plus loin, donc je vous ai dit, consultant premium B2B, le bootcamp n'existe plus. Maintenant, on a un nouveau programme qui s'appelle Impact Infinity. Donc, si vous avez une expertise, une compétence, une histoire, une passion que vous voulez monétiser dans un programme en ligne, en vendant du coaching, de la formation, du consulting, faites comme Safir. Si vous avez encore des doutes, cliquez juste ci-dessous dans le i comme info pour réserver votre premier appel découverte avec moi ou un membre de votre équipe pour voir si aujourd'hui c'est le bon projet pour vous et quels sont les éléments à mettre en place pour concrétiser ce projet, ou si vous êtes déjà lancé sur Internet pour le développer à un autre niveau. Impact Infinity, comment avoir plus d'impact, plus de revenus et surtout plus de liberté dans votre vie en faisant ce que vous aimez. Voilà. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez cliquer juste ci-dessous ou encore dans le i-com info. On va laisser Safir clôturer si tu as un dernier mot pour l'audience et également où est-ce qu'on pourrait te retrouver aujourd'hui. Dernier mot, tout d'abord pour te remercier, Anis, et remercier toute l'équipe du bootcamp, donc Tahar et Lucie. Donc merci pour toute la valeur que vous m'avez apportée, donc qui m'a vraiment aidé à concrétiser mon projet et être là où je suis aujourd'hui. Moi, voilà, donc je suis très présent sur LinkedIn, donc Safir El Hadaf. Je suis très actif, donc j'ai une communauté de professionnels de la vente qui sont plus dans le B2B, des chefs d'entreprise et donc je fais du contenu pour les aider avec les bons insights, pour changer aussi certains mindsets aussi. J'ai aussi un site web, donc salessuccessmind.com, si vous voulez avoir plus de détails sur ce que je fais. Et voilà, donc il y aura aussi des nouveautés, donc un programme de formation et de coaching aussi digital que je viens de lancer aussi. Donc c'est le Sales Booster Academy pour donner plus accès à mon expertise et à mon coaching à ceux qui veulent investir sur eux-mêmes. Donc ils n'attendent pas à ce que l'entreprise fasse appel à mes services. Donc ils peuvent investir sur eux-mêmes, sur de la formation et du coaching sur eux-mêmes. Voilà. Donc, ok, gros, super. Voilà. On te remercie, Safir. Donc voilà les amis, si vous voulez aller plus loin, premier lien ici ou le i comme info encore une fois. Et jusqu'à notre prochaine communication, prenez toujours le soin d'élever vos standards, de protéger vos rêves, d'oser être différent comme sur un marché concurrentiel et de faire partie de ces gens-là comme Safir qui sont activement engagés à faire une différence dans le monde. C'était Anis Mahiou. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo ou dans un appel pour les plus engagés d'entre vous.